Salam alaikum. Avec vous, Madame Derka Urkia. Donc aujourd'hui, on va faire un exemple illustratif sur la méthode branch and bound qu'on a eu déjà l'occasion de l'expliquer dans la vidéo précédente. Donc, le branch and bound ou bien PSE, c'est-à-dire procédure de séparation et évaluation, est une méthode exacte pour la résolution d'un problème d'optimisation. Donc, sur la stratégie de l'algorithme, c'est une méthode à recherche arborescente, c'est-à-dire durant la recherche, on génère un arbre de recherche. Donc, qui dit arbre, c'est un modèle de la théorie des graphes qui a une racine, des nœuds, ou bien des fils et des pairs, etc. Et on a beaucoup de stratégies pour explorer cet arbre. Il y a la stratégie de la recherche en profondeur, en largeur, de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Donc, toutes ces notions-là seront exploitées pour optimiser, c'est-à-dire le processus de l'algorithme. Et aussi, cette méthode, elle utilise des relaxations du problème original pour pouvoir utiliser des techniques de résolution existantes. Bien. Donc, en général, une relaxation, je suis en train de faire un rappel, parce que j'ai déjà expliqué la notion de relaxation dans la vidéo précédente. Donc la relaxation d'un problème d'optimisation est le fait d'élargir l'ensemble des solutions, bien l'ensemble admissible de ce problème original pour pouvoir utiliser une technique adéquate à c'est-à-dire pour pouvoir trouver une solution originale, bien du problème original. Donc c'est-à-dire on se projette vers une nouvelle dimension qui est dont on connaît des techniques pour l'explorer. Bien. Donc, en général, on a deux types de relaxation. Il y a la relaxation continue et la relaxation lagrangienne. Donc, la relaxation continue, on peut citer la relaxation la plus utilisée, qui est la relaxation continue linéaire, surtout utilisée pour les problèmes combinatoires ou bien les problèmes en programmation en nombre entier, c'est-à-dire la programmation linéaire en nombre entier. Et aussi, il y a la relaxation continue semi-définie positive, qui est une relaxation qui utilise c'est-à-dire le domaine des cônes positifs. C'est une relaxation très importante et efficace qui est surtout utilisée pour la programmation quadratique. Donc, c'est des problèmes un peu difficiles. Et aussi, il y a la relaxation lagrangienne que je vais détailler, c'est-à-dire qui concerne la relaxation des contraintes. Donc, je vais détailler dans une vidéo qui suit. Bien. Donc, dans cette vidéo, on va utiliser un exemple en utilisant la relaxation linéaire, c'est-à-dire pour un problème linéaire en nombre entier. Donc, la relaxation linéaire, elle est appliquée à la programmation linéaire en nombre entier pour exploiter toute la puissance de la programmation linéaire pour la phase d'évaluation des bornes au niveau de l'arbre du branch and bound. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire la génération de l'arbre de branch and bound nous donne des nœuds. Pour évaluer ce nœud, on va utiliser le simplex, la méthode simplex, qui est adéquate avec la programmation linéaire continue, ou bien la relaxation linéaire continue. Donc, cette relaxation linéaire continue, c'est-à-dire comme elle est obtenue, c'est en supprimant les contraintes d'intégralité sur les variables, c'est-à-dire en supprimant le fait que les variables sont entières. Donc, faire rappel sur les étapes du branch and bound, bien de l'algorithme branch and bound. Donc, au départ, on a le problème original, qu'on va nommer P. On va obtenir sa relaxation, donc dans notre cas, c'est une relaxation linéaire, qu'on va appeler R. Et on aura besoin d'une valeur initiale U, c'est-à-dire dans le cas d'une maximisation, d'une minimisation, ça s'appelle le upper. Donc, c'est une borne supérieure. Ou bien, dans le cas d'une minimisation, on va utiliser le L, le lower, c'est-à-dire une borne inférieure. Cette valeur ou bien cette borne supérieure U en cas de minimisation ou bien la borne inférieure L en cas de maximisation, quelle est son utilité? C'est pour pouvoir supprimer des nœuds c'est-à-dire par la borne, d'accord? Donc c'est une valeur qui est, c'est-à-dire sa valeur initiale, donc elle est utilisée surtout pour pouvoir supprimer le nœud en cas, c'est-à-dire lorsque la borne du nœud, elle est supérieure ou égale à la meilleure borne, c'est-à-dire à la borne supérieure à la meilleure borne trouvée. Bien, on va voir ça en détail dans l'exemple.
Donc en général, la valeur initiale de U, elle peut être prise en deux cas. Ou bien, c'est-à-dire en cas de minimisation. Le U, ça va prendre la valeur plus l'infini. Et elle est mise à jour lorsqu'on trouve la première solution admissible. La première meilleure solution admissible. Ou bien, si on connaît déjà une valeur x admissible, ça sera le ct de x, c'est-à-dire la valeur de l'objectif ct de x, le vecteur coût fois le x, si on connaît une variable x admissible. Si on n'arrive pas à trouver cette solution initiale, donc on prend comme valeur, c'est-à-dire le maximum, c'est le plus l'infini. Automatiquement, cette valeur u, donc on est dans le cas d'une minimisation, donc cette valeur u, elle est mise à jour si on trouve une meilleure solution admissible lors de la recherche dans l'arbre du branching band. Bien. Donc, itérativement, à chaque instant ou bien à chaque itération, on va maintenir, premièrement, une liste de nœuds qui représente les sous-ensembles RI de R. Donc, chaque fois qu'il y a une séparation du nœud, on crée de nouveaux sous-problèmes. Donc, ces nouveaux sous-problèmes sont sauvegardés dans une liste L, qu'on appelle liste de nœuds. Donc, soit U, la meilleure, c'est-à-dire la meilleure solution, ou bien la meilleure borne supérieure obtenue. D'accord ? On est toujours dans le cas d'une minimisation. C'est le coût de la meilleure solution obtenue jusqu'alors. Donc, on évalue la borne d'un nœud RI active si RI est non admissible, c'est-à-dire on a une preuve de la non-admissibilité, c'est-à-dire l'espace de recherche est égal à l'ensemble vide, alors on va supprimer ce nœud de la liste. Ce n'est pas la peine de l'explorer parce qu'on est sûr qu'on va pas trouver la solution dedans. Sinon, on va calculer ou bien évaluer la borne du nœud RI. Si la borne RI est supérieure ou égale à U, alors supprimer RI. Donc on dit qu'on a supprimé le nœud, ou bien élagué le nœud, ou bien scindé le nœud par borne. Parce qu'on a la borne de RI, c'est-à-dire du nœud courant, elle est supérieure ou égale à U, qui est la valeur, c'est-à-dire qui est la borne supérieure, c'est-à-dire trouvée jusqu'à présent. Et on va revenir à 1. On va réitérer, toujours en choisissant dans la liste des nœuds le nœud qui est encore actif. Sinon, si la borne RI est inférieure à U, alors on va séparer, on va diviser le problème en cours en sous-problème RIJ et revenir à 1, c'est-à-dire on va augmenter la liste et essayer de choisir un nœud actif pour l'explorer à nouveau, jusqu'à la fin de la liste. Ou bien jusqu'à ce que les deux conditions soient valables. Bien, donc on va supprimer ou bien élaguer ou bien scinder un nœud, bien sous-problème, donc on dit un nœud qui représente un sous-problème du problème original pour 3 raisons. Premièrement, le nœud il est supprimé ou bien scindé ou bien élagué par la non-faisabilité ou bien l'infaisabilité ou on peut dire la non-admissibilité. Lorsque le PI, c'est-à-dire l'ensemble PI est égal à l'ensemble vide. Donc il n'y a pas de solution. Ou bien il est supprimé par optimalité, c'est-à-dire on trouve une solution, c'est une solution, parce qu'on sait que le solveur d'un problème d'optimisation, il aboutit en 3 sorties. Ou bien on trouve une seule solution, ou bien plusieurs solutions, ou bien pas de solution. Donc dans notre cas, c'est-à-dire dans un certain nœud, on va l'évaluer, il peut être supprimé si on trouve une solution optimale, une des solutions optimales. Ça va pas, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'elle est unique sans avoir exploré toute la liste, bien tous les nœuds actifs. Bien. Et aussi, un nœud est supprimé pour un troisième cas ou bien une troisième raison, c'est par la borne. C'est-à-dire si cette condition-là, elle est juste. Si borne de RI, c'est-à-dire du nœud courant, elle est supérieure ou égale à U, qui est la borne supérieure, bien sûr dans le cas de minimisation. Bien. Donc pour pouvoir appliquer notre algorithme à un exemple, c'est-à-dire illustratif, on a 3 soucis. Premièrement, comment déterminer la fonction d'évaluation au niveau de chaque nœud. Pour notre cas, c'est facile parce que c'est une relaxation linéaire, c'est une relaxation continue linéaire. Donc on sait qu'il existe un algorithme exact pour résoudre une relaxation, bien un problème linéaire, qui est le simplex. Donc on va utiliser le simplex. Et dans mon cas, je vais utiliser le PHP simplex, qui est un solveur gratuit online, pour évaluer bien sûr mes nœuds. Deuxième souci, c'est la stratégie de séparation. Comment je vais diviser mon problème? Donc j'ai un nœud qui est apte à être divisé ou bien à être séparé. Donc comment je vais le séparer? C'est bien sûr dans notre cas, dans le cas de l'axe linéaire, on va utiliser l'arrondissement inférieur et l'arrondissement supérieur. Je vais détailler par la suite.
Le troisième souci, c'est la stratégie de recherche de l'arbre. C'est-à-dire, on sait, puisque l'algorithme d'enchaînement génère un arbre, c'est-à-dire durant sa recherche génère un arbre, donc puisque l'arbre est un concept de la théorie des graphes, donc on peut, c'est-à-dire exploiter toutes les stratégies de recherche dans un